Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Si vous entendez des petits bruits par-ci par-là, j'ai le chien qui est à ma droite, j'ai bébé qui est à ma gauche. En tout cas, aujourd'hui, je vous retrouve pour la deuxième partie de mon avis lecture de janvier, puisque j'ai lu 9 livres. Les 5 premiers, je vous en parle dans la partie 1 qui est déjà publiée sur ma chaîne. Je vous le remets dans le petit si jamais ça vous intéresse. Et aujourd'hui, je vais vous parler donc des 4 autres livres que j'ai pu lire en ce mois de janvier. Et je vais commencer par vous parler de La Faiseuse d'étoiles de Melissa d'Acosta, publié aux éditions Le Livre de Poche. J'ai adoré, en fait je l'ai commencé sans rien en savoir puisque c'est du Melissa d'Acosta, donc à chaque fois moi je veux vraiment être surprise par ses histoires. Et alors là il faut dire que je l'ai lu d'une traite, que j'en ai pleuré, que j'ai souri entre mes larmes, que j'ai repleuré, que j'ai vraiment pleuré en avoir des sanglots, vous savez, tellement on pleure qu'on a les larmes qui se rejoignent là sous le menton pour goûter. Je ne pouvais plus lire tellement je pleurais, mais c'est une histoire qui est magnifique et bouleversante. Le résumé, en fait, c'est une citation du livre, c'est écrit « Tu m'as appris une leçon essentielle aujourd'hui, je croyais bien faire, mais c'est toi qui as raison. On cherche toujours le bonheur loin de chez soi, on croit qu'il se trouve dans l'exotisme de paysages différents, de senteurs nouvelles, de bâtiments imposants. Ce n'est pas toujours vrai, n'est-ce pas? Parfois le bonheur, c'est juste être assis sur une butte, tous les trois. » C'est une histoire qui montre la force de l'amour, que c'est vraiment la force la plus grande qui puisse exister, qui montre également l'amour d'un parent envers son enfant, comment est-ce qu'on peut protéger son enfant de la maladie, qu'un enfant qui a de l'imagination et qui croit en la magie peut aider à de nombreuses situations, même les plus dures qui existent. Cette histoire, c'est vraiment une ode à l'amour et le fait de dire de profiter en fait de chaque instant, de chaque petit moment de bonheur, que vraiment ce sont les plus importants. Et que parfois on se rend pas compte, on se rend pas vraiment compte qu'on est en train de vivre des derniers instants de bonheur, que ce soit d'une situation avec quelqu'un ou autre, on s'en rend pas toujours compte. C'est pour ça que je trouve que ce livre est super important parce qu'il nous donne aussi l'envie d'appeler nos proches et de leur dire à quel point on tient à eux en fait et à quel point on a envie de les remercier d'être dans notre entourage. Au travers de sa petite histoire, Melissa d'Acosta nous rappelle l'essentiel, les choses les plus simples et les plus authentiques et qui finalement ce sont les choses qu'on peut retrouver le plus facilement dans notre quotidien mais dont on ne fait même plus attention. Et elle nous fait vivre des émotions très pures, très fortes dans des moments aussi durs et aussi intenses. Franchement, c'est une histoire que j'ai adorée, que je ne pourrais que vous recommander et faut être prêt à sortir les mouchoirs par contre, mais elle est absolument géniale. Maintenant, nous allons continuer avec un roman qui m'a très gentiment été envoyé par l'auteur, donc en service presse. C'est Antelucem, le tome 1, donc là c'est Les Fantômes d'Europa, c'est écrit par Élie Barbatier et c'est publié donc en auto-édition. J'ai reçu le tome 2 mais à l'heure où je vous parle je ne l'ai pas encore lu, mais croyez-moi ça ne saurait tarder puisqu'ici on se situe dans un univers de thriller cyberpunk il me semble, où en fait la Terre est entrée dans l'ère des cités-dômes. Je ne vais pas vous lire tous les résumés parce qu'il est assez long, mais on nous dit un thriller noir plongé dans les profondeurs d'une cité enterrée, une aventure horrifique aux confins du système solaire, éteignez la lumière et laissez-vous sombrer dans l'univers d'Antelucem. Il faut savoir que ce roman fait environ 500 pages, que la première moitié j'ai mis du temps à m'y plonger, j'ai mis du temps à le lire parce que je pense qu'il me fallait un temps d'adaptation par rapport à l'univers que je n'ai pas trop l'habitude, parce que je lis très peu de cyberpunk. Et alors après, une fois que j'étais dedans, mais je l'ai dévoré. Mais quand je vous dis que je l'ai dévoré, c'est que j'ai lu, je sais pas, la première moitié en 4, 5, peut-être 6 jours et la deuxième moitié en une après-midi, 2 après-midi peut-être, je ne sais plus. Mais vraiment, après je l'ai complètement bouffé. Dans cette histoire, on y suit principalement 2 points de vue. Le premier, un prisonnier qui est dans une station spatiale pénitentiaire, qui doit récupérer je ne sais plus quelle substance. Et le deuxième point de vue, c'est qu'on y suit une chasseuse de primes qui se trouve dans les profondeurs de la ville, donc avec plusieurs autres personnages. J'ai trouvé que les personnages principaux étaient vraiment très très bien construits. Forcément, à un moment, leur destin se recroise, on a un lien entre eux. J'ai beaucoup aimé parce qu'on a des personnages secondaires aussi qui sont construits, mais pour moi, juste ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de détails. Et en même temps, on en sait juste ce qu'il faut, je trouve. On pourrait en savoir un petit peu plus, mais je trouve que c'est quand même très bien dosé. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a des schémas qui sont montrés, enfin qui sont dépeints. On a également des illustrations. Alors j'essaye de vous en trouver une. Voilà, on a différentes illustrations à chaque fois en rapport bien sûr avec le chapitre en cours. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé la tension qui s'installe au fil des pages, un virus qui s'installe aussi au fil de l'histoire, quelque chose qui se passe avec notre prisonnier qui se voit un petit peu se faire proposer une mission mais qu'il est plus ou moins obligé d'accepter. Sinon il y a des grosses conséquences en fait qui ne lui conviennent pas du tout, mais alors pas du tout. Et donc il se retrouve embarqué dans une mission à devoir plonger, je ne sais plus exactement où, enfin je me souviens plus du nom, mais à devoir plonger avec toute une équipe dans un endroit
afin de faire des recherches pour amener quelque chose sur la Terre. Sauf que il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu, bien évidemment. Et en parallèle de ça, Lyra, notre chasseuse de primes, se voit également accorder des missions, tout en sachant qu'il y a un virus qui commence un petit peu à rendre les gens complètement fous. Des gens qui deviennent complètement fous au point de tuer, de ravager et puis de se tuer soi-même, voire même de s'arracher les yeux à la fin. Et cela de plus en plus présent dans la ville, de plus en plus présent un petit peu partout, et on ne sait pas trop comment ce virus se transmet. Donc on a vraiment ce parallèle entre une recherche et notre chasseuse de primes, tout en sachant qu'à un moment, les destins vont se croiser. J'ai adoré ce tome 1, vraiment. Pour moi, il est introductif, mais en même temps, on a tout ce qu'il faut pour un tome 1. J'ai vraiment hâte de découvrir le tome 2. C'est introductif, mais en même temps, c'est très riche dans tout ce qui est description, construction des personnages, au niveau de ce qu'on nous donne à voir dans les détails, dans l'environnement, etc. Je trouve que franchement, c'est vraiment très bien dosé. Et avec tout ça, moi, tous ces éléments-là me donnent vraiment envie d'aller découvrir le tome 2. J'ai pas grand-chose de plus à vous en dire. Je vous avoue que je suis juste après. Je vous filme juste après l'accouchement, je l'ai lu juste avant. Donc j'essaye de remettre au mieux mes souvenirs, mais parfois c'est un peu compliqué. Heureusement que je note tout. Mais alors je m'en souviens de l'histoire, mais pour mettre mes mots dans l'ordre, là c'est plus compliqué. Mais en tout cas, j'ai adoré ce tome 1 et j'irai avec grand plaisir vers le tome 2. Et en plus, est-ce qu'on en parle de cette très jolie couverture qui, je trouve, déjà, elle est très très belle. Et en plus, elle se marie parfaitement avec l'histoire qu'elle représente. Bon, en plus de tout ça, il y a une tempête qui commence à arriver dehors. Alors déjà, on avait du vent depuis plusieurs jours et tout, mais alors là, les volets claquent, pour ceux qui ne tiennent plus trop. Donc le chien a peur, donc il est juste à côté de moi, donc je vais faire vraiment au mieux. En tout cas, on continue avec Le sourire contagieux des croissants au beurre de Camille Andrea, publié aux éditions Pocket. Au niveau du résumé, on nous parle de Pierre Boulanger qui a une vie parfaite. C'est un boulanger français qui déménage à New York et qui monte sa grande entreprise de croissants. De sourire de croissant, je crois. Et il connaît vraiment un succès international. Et avec sa femme, ils forment un petit peu le couple parfait qui font la une des magazines où tout a l'air vraiment parfait dans leur vie. Sauf que, en est-il réellement ainsi? Pour lui, il a tout réussi, du moins il en est vraiment convaincu à 100%, jusqu'au jour, un matin d'hiver, où il croise un marchand ambulant qui lui propose un gobelet de café à $1 million. Un café qui va bouleverser sa vie, ébranler ses certitudes jusqu'aux plus évidentes et dont l'arôme pourrait bien lui rappeler ce qu'il a oublié, l'essentiel. Je m'attendais à beaucoup aimer, même juste à passer un agréable moment, à voir les choses essentielles et les plus authentiques replacées vraiment au cœur de tout ça. Et effectivement, ce livre est vraiment comme une claque derrière la tête qu'on nous met en mode « Oh, regarde ton chemin là, le chemin que t'as parcouru. Est-ce que t'es fier de là où t'en es aujourd'hui? Regarde tout ce que t'as fait. Aujourd'hui, tu te plains peut-être de ça, mais il y a 5 ans, tu souhaitais telle chose que tu as aujourd'hui. Donc, sois reconnaissant de ce que tu as. » Et en fait, c'est vraiment ce truc de se rappeler en fait qu'on est en vie et qu'on a la chance de se réveiller chaque matin. Ça nous rappelle vraiment les choses essentielles telles que le bonheur, la vie, mais également et surtout la liberté, puisque j'ai retenu une citation, c'était écrit « La liberté, c'est de pouvoir partir sans valise sur un coup de tête ». Effectivement, c'est la chose que tout le monde pourrait faire, partir comme ça sur un coup de tête sans valise n'importe où. On pourrait le faire, mais franchement, c'est le truc que le plus de monde est en capacité de faire, mais en même temps, combien serait capable de le faire. Et vraiment, quand on se pose cette question, je trouve que ça amène quelque chose de dire ouais, c'est vraiment quelque chose de plus simple, mais en fait on a besoin de planifier, on a besoin d'avoir des affaires, on a besoin de au cas où, on a besoin de sûreté, alors qu'en fait on pourrait rendre les choses tellement plus simples, mais on s'est habitué et on vit en voulant s'organiser, en voulant faire plus, en voulant, enfin voilà, il faut tout planifier, alors que parfois il y aurait même pas besoin et pourtant ce serait tellement plus simple. C'est comme je vous disais aussi le truc de je serai heureux quand, je serai heureux quand j'aurai acheté ma maison, je serai heureux quand j'aurai trouvé le taf de mes rêves, je serai heureux quand, je sais pas, j'aurai monté mon entreprise, j'aurai fait telle activité, je me serai mise à telle passion. Et en fait, je serai heureux quand, le jour où on y arrive, on trouve autre chose à se dire oui mais j'ai ça, ok. Mais maintenant, je serais vraiment heureux quand je ferais ça. Et donc, ça nous pose aussi question de voilà, tout ce qu'on prend pour acquis, alors que finalement, on devrait pas, parce que il y a, je sais pas, quelque chose qu'on a, quelque chose qu'on fait, que tellement de gens aimeraient, et en fait, on s'en rend même plus compte de se dire, oui, il suffit de le faire, c'est normal. Mais en fait, remets-toi il y a quelques années en arrière, et remets-toi tout le chemin que t'as parcouru, toutes les marches que t'as montées, tout ce que tu as gravi pour atteindre ce truc-là d'aujourd'hui. Et je trouve que du coup, ça remet un peu tout en perspective de se dire, ouais, j'ai réussi à faire ça. Et c'est pas, oui, j'ai ça, mais je serai plus heureux quand. Non. Sois heureux maintenant avec ce que tu as, parce que, encore une fois,
J'avais vu aussi une citation, alors pas dans le livre, mais qui m'y fait vraiment penser, c'est il y a des gens qui sont morts hier, qui avaient prévu des choses pour aujourd'hui, et il y a des gens qui vont mourir demain, qui prévoient des choses pour demain. Donc arrêtons de reporter au lendemain et de dire « je serai heureux quand ?» Parce que, au final, on sera heureux quand on sera plus là. C'est tout ce qui va nous arriver. Donc autant être heureux de ce qu'on a aujourd'hui et d'être heureux, en fait, d'être là, d'être en vie et pas forcément de posséder tout ce qu'on a parce que c'est pas ça, mais d'être ce qu'on est actuellement. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce roman parce qu'on part d'un personnage qui est bourru, qui est égoïste, qui prend tout pour acquis, qui se dit de toute façon j'ai réussi ma vie, je suis heureux, j'ai pu à me remettre en question, où en fait il se rend compte qu'il a quasiment perdu l'essentiel, c'est-à-dire son rôle de père. Combien de fois est-ce qu'il a réellement emmené son enfant à la crèche? Son rôle de mari? Quand est-ce que c'est la dernière fois qu'il n'a ne serait-ce qu'embrasser sa femme? Et tout ça autour de beaucoup de voyages, de liberté, d'envie, de nature, mais surtout d'humour. J'ai trouvé ce livre vraiment excellent. J'ai vraiment adoré. Franchement, si vous recherchez une histoire ça me fait un peu penser aux histoires, c'est pas tant que le café est encore chaud, mais le restaurant des recettes oubliées ou des choses comme ça, où vraiment on nous remet une petite tape derrière la tête pour nous dire regarde les choses les plus essentielles, regarde ce que tu fais tous les jours, regarde ce à quoi tu as accès. Est-ce que tu peux pas t'en contenter parfois? Et franchement, moi j'ai adoré cette histoire, je l'ai trouvée, encore une fois c'est un contemporain qui m'a marqué et qui me marquera longtemps, parce que ça fait partie de ces livres qu'il faut lire au moins une fois, et qui vous remet une petite claque derrière la tête de temps en temps pour vous dire oh, recentre-toi sur le présent et regarde où tu en es et ce que tu as fait pour en arriver jusque-là. Et maintenant, nous allons terminer avec Le Royaume des Brumes de Federico Saggio et c'est un roman qui est publié en auto-édition. En fait, il est publié dans la maison d'édition Cavalier Seul, mais c'est l'auteur qui a monté cette maison d'édition, donc il s'est auto-publié. Ici, on est donc sur le tome 3 de la saga, puisque les deux autres sont derrière, vous les voyez pas je pense parce qu'ils sont derrière la chaise, mais j'ai le dernier qui est là, puisque le 4e tome, là c'est le 5e, mais le 4e, il est actuellement en bas puisque ce sera ma prochaine lecture. Je pense qu'au moment où vous verrez cette vidéo, il sera déjà terminé. Mais aujourd'hui, je veux vous parler de ce 3e tome. Si jamais vous ne voyez pas du tout à quoi je fais référence, de quoi ça parle, ou si vous n'en avez pas entendu parler, c'est que déjà vous n'avez pas regardé mes autres vidéos. Ici, on est donc sur de la mythologie nordique, et dans ce 3e volet, on y suit un personnage. On alterne avec différentes temporalités qui nous permettent de comprendre en fait l'agissement des personnages, c'est-à-dire de pourquoi est-ce qu'ils agissent comme ça, quelles sont leurs quêtes, leurs missions, ou au contraire leurs fléaux dont ils sont affublés. Je crois qu'on dit comme ça. Encore une fois, je trouve que l'écriture de l'auteur va parfaitement avec cet univers. C'était très fluide, très immersif et encore une fois très addictif, même si notre personnage principal, je vous avoue, parfois nous donne un petit peu envie de le baffer tellement il est, il a un ego un petit peu surdimensionné et voilà, hein, c'est-à-dire qu'on est sur un personnage qui est trop sûr de lui parfois. Comme le fait d'être à 100% sûr de lui qu'aller battre un dragon, c'est quelque chose de très simple. Et dans ce tome 3, on voit vraiment que ça marque un tournant dans l'histoire, puisque on y suit une transition à la fin. Je trouve que cette histoire fait un petit peu comme une parenthèse où l'on revoit des origines, où l'on revoit des choses qui se passent, on a des retours passé-présent, et en même temps, vraiment ça annonce que quelque chose va se passer par la suite, parce que, à la fin, on a vraiment des actions qui font que ça va faire transition vers quelque chose de plus grand par la suite. Encore une fois, c'est un roman qui s'est lu très rapidement, la mise en page est vraiment aérée, c'est très agréable à lire, donc encore une fois pour moi c'est une réussite, franchement n'hésitez vraiment pas à lire cette saga, et moi je me plonge très prochainement dans le tome 4. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que certains de ces livres auront pu vous intéresser, vraiment je l'espère parce qu'il y a que des très bonnes lectures. J'espère aussi que ce que j'aurais dit ce sera un tant soit peu intelligible, parce que même moi j'ai l'impression d'avoir tout mélangé mes phrases, de pas avoir fait quelque chose de construit ou même qui donne envie, alors n'hésitez pas à me faire un retour si vraiment ma mémoire a complètement flanché ou si ça va, il me reste encore des choses que j'arrive un petit peu encore à construire les unes aux autres, même si je cherche quand même beaucoup mes mots, mais c'est le temps que je m'y remette aussi. Encore une fois, j'espère que vous aurez passé un agréable moment, et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo, et d'ici là, je vous souhaite de faire de très belles lectures. Salut!